Bonjour tout le monde, bienvenue sur le webinaire proposé par la MGP. Donc, je suis Elisabeth Morezo, responsable prévention et promotion de la santé à la MGP. Donc, le webinaire d'aujourd'hui concerne la souffrance au travail des agents du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. On évoque de la crise au burn-out, détection, action et prévention, qui sera présentée par Katia Schenkel, que vous pouvez voir en vignette sur l'écran. Juste une petite introduction pour présenter un petit peu l'engagement de la MGP au niveau de la prévention santé. Actuellement, nous sommes à 136 actions de terrain avec un taux de satisfaction de 90%. Vous avez bien sûr un service dédié dont je suis la responsable avec 3 autres collaboratrices avec moi. Et une information santé accessible sur mgp.fr avec un onglet qui est Agir pour ma santé avec la MGP. Vous retrouvez plein d'informations santé et également les différents webinaires qu'on a pu vous proposer. Donc, vous disposez des replays en allant sur cet onglet. Un petit zoom sur ce qu'on fait au niveau des risques psychosociaux, au niveau de la MGP sur ce secteur. Il y a une garantie réflexe prévention et solidarité qui est un soutien psychologique disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour nos adhérents, donc pour vous. Bien dans ma tête by Santé Claire, donc c'est un service d'analyse de symptômes et d'orientation, de consultation vidéo avec psychologue, psychiatre, psychothérapeute, ce dont vous avez besoin. Et un annuaire des services d'urgence psychiatrique si besoin. Donc là aussi, accessible via votre espace adhérent. C'est une connexion et vous pouvez avoir accès à tout ce service. Il y a également une réduction pour l'abonnement de l'application de méditation Namatata, donc 50% de réduction pour la première année d'abonnement. Nous sommes également adhérents à l'Union nationale de la prévention du suicide et je vous invite à regarder le colloque qui aura lieu le 9 février prochain en direct sur Facebook de l'UNPS et qui abordera le lien social et les interactions sociales. Nous faisons aussi la prise en charge de cas de consultation de psychologues. Et donc, sur cette action par rapport aux risques psychosociaux, je vais vous laisser en compagnie de Katia Schenkel pour développer le webinaire d'aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. Je viens juste de mettre, alors pour ceux qui auraient éventuellement des problèmes de son, et du coup je ne sais pas s'ils m'entendront, allez voir peut-être sur le navigateur Chrome. Je sais que la dernière fois c'est ce qui était dans les messages. Pour les autres, je vais démarrer, donc je vais me présenter juste en 2-3 mots, hein. J'ai un parcours pas forcément classique par rapport à mon titre de docteur. Donc, j'ai effectivement un début de carrière académique. Et puis ensuite, j'ai travaillé énormément en santé au travail et petit à petit dans la formation. Au niveau de ma pratique, donc je suis psychologue d'urgence. J'interviens sur le terrain avec principalement le partenaire police côté suisse. Vous entendrez peut-être un petit accent ou certaines expressions de ce côté-là de la frontière. Et puis, je donne également des formations diverses et variées avec plusieurs corps de métier, dont notamment des agents de sécurité publique, des agents de détention, le côté police pour certains cours, et puis aussi des cadres au niveau de l'État, dans différents départements et autres, sur tout ce qui va être justement gestion du stress, risques psychosociaux qui vont nous occuper un petit peu plus aujourd'hui avec un axe, qu'on a mis de manière plus précise par rapport à ces notions de crise et puis voilà, les impacts en fait, que ça peut avoir d'être tout le temps confronté à ces situations de crise, que ce soit sur le terrain, pour ceux d'entre vous qui sont plutôt agents, au niveau du terrain ou, au niveau des préfectures ou dans l'administration. Parce que, bah, vous avez aussi cette gestion de crise. Ça va être des degrés, pas forcément des degrés, mais des stresseurs différents, mais avec des impacts et puis l'idée aujourd'hui, c'est de parcourir de manière assez large. Donc vous verrez, il y a beaucoup de choses. Mon idée, c'était plutôt de vous donner un panorama. Je ne vais pas aller en profondeur sur chaque concept, mais c'était pour que vous puissiez enfin, en tout cas, susciter la curiosité, la réflexion autour de ces différentes notions et je réponds volontiers aux questions sur la fin.
Déjà, qu'est-ce qu'on entend par crise? Je vous ai juste mis une brève définition. Donc, parce qu'on va tous avoir une notion différente par rapport à la crise. En général, c'est à partir du moment où ça va sortir, je dirais, de nos capacités habituelles à faire face à une situation, et que ça nous demande de prendre des décisions en urgence, que ce soit stratégique ou organisationnel. Hem et en général, une des spécificités de la crise, j'ai utilisé cette image par rapport à ça, quand on est dans la gestion de crise, ce qu'on constate souvent, c'est que la communication, enfin, un des facteurs qui est vite touché, ça va être les capacités de communication, soit parce que nous, on est pris dans un focus et puis qu'on oublie de communiquer, soit parce que, ben, voilà, la crise fait que justement, elle nous empêche de pouvoir communiquer, hem, parce que, bah, voilà, on se retrouve en situation dégradée et qu'on n'a pas accès à tous nos moyens habituels. Au niveau un petit peu plus, je dirais clinique, et psychologique de la crise, je vous ai mis un autre schéma où on voit bien cette progression, hein, entre la pré-crise et ça, vous l'avez certainement déjà senti, c'est un peu ces situations où on sent qu'il y a quelque chose. On sent que c'est électrique, on sent que la situation se péjore, on sent qu'il y a une montée en tension, mais il n'y a pas encore de fait. Donc on est un peu dans cette atmosphère-là et puis il y a un événement déclenchant qui va avoir un retentissement pour la personne, qui va entrer, en crise. Donc ça, c'est plus pour l'individu que pour le je dirais ou le groupe d'individus que pour la société, au sens large et après vous avez plusieurs issues de cette phase de crise. Il peut y avoir une péjoration de la situation, il peut y avoir un statu quo, c'est-à-dire que avant, après la crise, ben, on est revenu exactement au même niveau et il peut avoir, des situations où on va parler même de croissance post-traumatique parce que, bah, suite à la crise, on en ressort plus fort. Donc ça va être les différentes issues et on retrouve ça aussi dans, certains schémas. Quand on va parler du burn-out, vous avez l'importance de comprendre déjà le mécanisme naturel de stress, de n'importe quel épisode de stress. Heu Je pars du principe que le stress fait partie de notre, environnement, fait partie d'une réaction naturelle qui va, naturelle et adaptée en fait de notre organisme pour focaliser notre attention, mobiliser notre énergie et nous préparer à l'action. Donc c'est quelque chose qui va nous être utile, heu, tant que ça reste dans une certaine mesure. Donc là, vous voyez en fait ce qu'on entend, un schéma tiré de la psychologie d'urgence et de la psychologie policière. Vous avez le schéma du stress adapté avec ses 4 étapes, la phase d'alarme, donc ça peut être, le message que vous recevez de votre centrale, ça peut être, un mail, ça peut être, quelque chose qui arrive dans votre champ de vision, enfin peu importe, quelque chose qui va ouvrir, heu, tout d'un coup vous mettre en alerte. Vous allez faire face à la situation. Une fois que vous avez fait face à cette situation, il y a ce qu'on appelle la phase de relâchement qu'on sent plutôt dans les gros stress. C'est la phase où tout d'un coup, on sent que, de la fatigue, on sent qu'on a de la peine, heu, à récupérer, on sent que on peut avoir des larmes, enfin voilà, c'est ce moment où vraiment, pouf, le gros stress passe et puis, en fonction de l'intensité du stress, on va le ressentir ou pas et vous voyez que ce relâchement descend un petit peu plus bas que la ligne de base. C'est-à-dire que je vais être un petit peu moins efficace, je vais être dans ce qu'on appelle en technique d'optimisation du potentiel en hypostress et puis au fur et à mesure, je vais venir, récupérer et ça prend un petit temps. Donc c'est pas, complètement, instantané. On a ce temps de récupération pour revenir à notre état, je dirais, normal. Ce qui se passe quand on est dans des métiers comme les vôtres, où on est exposé à la crise, on est exposé à des réactions d'alarme fréquentes, à des choses comme ça. Il peut y avoir 2 phénomènes qu'on va, aborder, tout à l'heure. Il peut y avoir le fait que tout d'un coup l'alarme soit tellement
énorme, que ça dépasse nos capacités à faire face, et là, on serait dans la zone que vous voyez en haut qui serait le stress dépassé. Donc en fait, ça dépasse la limite du supportable et d'un coup, on va dépasser. Ça, ce serait dans ce qu'on appelle plutôt des événements potentiellement traumatisants. On va se retrouver, par exemple, figé dans ce type de situation. Et puis, vous avez les cas de figure où, en fait, vous n'avez pas encore relâché de l'épisode de stress, votre système nerveux n'est pas encore redescendu à son niveau de base, qui a de nouveau une alarme, et ensuite une autre alarme, et ensuite vous rentrez chez vous et il y a une alarme au niveau familial, etc., etc. Et au final, votre système est jamais en mode repos. Vous êtes aussi dans des métiers qui vous demandent une vigilance, voire une hypervigilance, qui vont être compliqués. Donc ça va, hem, poser problème sur le long terme. Autre illustration de ce mécanisme, hein, on voit à travers ce petit dessin, ce côté, il y a la phase d'alarme, je mets en place des moyens pour faire face à la situation. Qui sont bons, mais qui à un moment donné, si j'ai pas d'autres sources, si j'ai pas du renfort, si j'ai pas, autre chose qui m'aide à résister, ben, je vais me retrouver en épuisement. Donc c'est ça qu'on va voir maintenant avec cette idée de déjà, je vais pouvoir faire face si je sais comment repérer, identifier les risques, auxquels je suis confrontée. Je vous ai parlé de ce mécanisme, donc le stress adapté. On en veut bien, il fait partie de notre manière de gérer les situations et on reste dans cette zone de stress adapté. Là, vous voyez qu'avec le stress cumulatif, donc celui qui vient s'additionner, on n'est plus sur ce mécanisme-là et il y a ce phénomène où à un moment donné, ça va déborder pour plusieurs raisons. Vous pouvez avoir, vous les voyez là plutôt sur le côté vert, il peut y avoir des petits stresseurs, des petites choses du quotidien. Le fait, d'être insulté, sur son lieu de travail, le fait qu'on reconnaisse pas ce qu'on fait, le fait d'avoir l'impression des fois de faire du travail inutile. On a procédé à une arrestation et en fait la personne est libérée directement après, ou on a amené quelqu'un à l'hôpital, suite à une crise psychotique et il ressort directement, les psychiatres ne l'internent pas et on doit recommencer. Donc il peut y avoir des choses comme ça. En soi, ça va pas nous mettre dans le rouge, mais en fait, ça vient toujours taper au même endroit et ça peut, à un moment donné, poser souci. Vous avez aussi le fait que dans l'équilibre vie privée, vie professionnelle, vous avez ce décalage-là et puis, à un moment donné, ça faisait une balance et puis malheureusement, dans notre vie privée, pas forcément pour d'événements négatifs, des fois c'est des événements heureux, hein, ça peut être la naissance d'un enfant, mais ou un enfant en bas âge et puis en fait, ben, c'est pas évident à récupérer. Donc voilà, je vais avoir ce manque de récupération, à un moment donné. Ou alors cette accumulation d'événements difficiles et je traverse quelque chose de difficile, une séparation, un deuil dans ma vie privée, en plus de mon travail qui est exigeant au niveau du stress. Ou alors certains facteurs de vulnérabilité personnelle, donc ça peut être, des traumatismes éventuellement que j'aurais vécus ou des situations de fragilité par rapport à ma personne. Et petit à petit, on a ce développement lent et progressif qu'on appelle mécanisme de stress cumulatif, avec, vous le voyez, des conséquences négatives qui peuvent être de l'ordre du physique, du psychologique, des répercussions au niveau professionnel, au niveau privé. On n'est pas encore dans ce qu'on appelle complètement l'épuisement professionnel, mais c'est ce mécanisme en fait qui contribue à ensuite arriver, au burn-out. Le développement est lent et progressif. Par contre, la survenue, je vous montrerai tout à l'heure de l'épuisement professionnel peut paraître brutale. Donc vous avez des gens qui tout d'un coup, à la fin de leur service, disent: «Stop». Ils enfin, le disent des fois clairement à leur hiérarchie ou des fois c'est juste qu'ils savent dans leur tête, ils ferment leur casier, ils savent qu'ils ne reviendront pas, que c'est plus possible pour eux. Vous avez des gens qui, au plein milieu d'une séance, tout d'un coup, il y a une remarque, c'est la remarque de trop, ils partent et ils reviennent pas tout de suite.
Donc, des fois, le déclenchement peut nous paraître brutal, mais vous avez vraiment euh, ce phénomène qui est en arrière-fond, en fait, qui est une accumulation. Et on verra sur la deuxième partie de comment on peut repérer ça et comment on peut en prendre soin avant que justement ça déborde et qu'on se retrouve en arrêt de travail, voire pire, parce que justement on n'a pas euh, pris compte de ça. J'insiste un peu sur l'entourage privé parce que c'est souvent lui qui va nous alerter sur ce mécanisme. En général, nous, on est pris, on va être pris dans la crise, on va être pris, on est dans la tête dans le guidon. On est sur des horaires compliqués, on déborde de nos horaires parce que justement, il y a une enquête, il faut mobiliser des forces, il y a une cellule de crise au niveau administratif, je dois rester plus tard, etc. Donc là, je vais moins récupérer, mes temps de pause vont être de plus en plus courts, mes temps de travail de plus en plus longs. Et en fait, moi, je vais être pris dans ce mécanisme-là. Et c'est parfois notre entourage qui va venir nous dire, attention, t'es plus comme d'habitude, t'es irritable, t'es avec nous, mais t'es pas là. Voilà, il peut y avoir tout ce genre de remarques qu'en général on laisse de côté et l'idée c'est de se dire, OK, s'il y a une fois ce type de remarque, ça peut arriver. S'il y a plusieurs personnes ou si plusieurs fois on me fait cette remarque, ça doit être une alerte dans ma tête par rapport à ce qui est en train de se passer. Le schéma que je vous ai montré tout à l'heure avec ces 4 étapes au niveau du stress adapté, là vous voyez ce qui se produit quand vous avez plusieurs alarmes. Une première, une deuxième, vous n'avez pas encore récupéré, il y en a une troisième, et puis petit à petit, en fait, sans forcément s'en rendre compte, on va dépasser cette limite. Et là, on pourrait développer ce qu'on appelle un burn-out. Alors après, il y a tout un débat hein, sur comment on va diagnostiquer l'épuisement professionnel ou le burn-out. En général, on ne va pas le faire après une courte période. On va attendre, selon ce qu'ils appellent les critères diagnostiques, une période en tout cas de 6 mois. Euh, mais je dirais peu importe le diagnostic ou pas, l'idée c'est que vous ayez conscience du mécanisme et puis que dès que vous sentez que vous êtes dans le orange, euh, vous ayez ce réflexe de revenir dans le vert. On définit l'épuisement professionnel en général comme un stress chronique lié au travail. Le déclencheur et des fois le déséquilibre, on le disait, hein, on est une seule et même personne, donc si tout d'un coup il y a des choses qui étaient des ressources pour nous dans la vie privée qui nous aident pas et que le travail est compliqué, ben, ça peut déclencher un burn-out. Euh, on parle vraiment d'une maladie en lien avec le travail. Et après, il peut y avoir d'autres types d'épuisement, d'autres choses qui vont être par exemple des dépressions, des choses comme ça, qui ne sont pas complètement liées avec le stress chronique au travail. Je vous l'ai dit, un processus qui met du temps. Des fois, ça prend des semaines, des mois, voire des années à se mettre en place. Ça a des incidences énormes au niveau psychique. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment mettre un coup d'arrêt à tout. Vous avez des gens, j'ai accompagné des personnes qui se retrouvent à ne plus pouvoir mm, faire des actes du quotidien pendant une certaine période, qui n'arrivent plus à réfléchir, qui n'arrivent plus à prendre de décisions. Donc, il y a vraiment quelque chose qui fait que ça va trop loin et que les personnes vont à un moment donné s'arrêter. Vous avez certains signaux hein, qui ont été identifiés comme des signaux alors qu'on peut retrouver dans d'autres problématiques et qu'on retrouve aussi dans l'épuisement professionnel au niveau cognitif, donc plus au niveau de nos pensées. Des pensées négatives, systématiquement négatives, des personnes qui étaient en général plutôt moteurs dans une équipe, plutôt motivées, plutôt de bonne humeur, qui là, tout d'un coup, voient tout en noir. Le moindre changement, la moindre procédure, ça va pas marcher, c'est pas bon, euh, on s'acharne sur nous, etc. Donc voilà, il peut y avoir ce type de paroles, difficulté aussi au niveau de la concentration, de la mémoire.
Le fait de ne plus pouvoir décider, hein, de se retrouver un peu comme un lapin pris dans les phares. On ne sait plus s'il faut aller à gauche, à droite, alors que d'habitude, on est plutôt quelqu'un d'action qui, voilà, qui sait ce qu'il doit faire, qui avance. Ce côté de démotivation. Au niveau physique, épuisement professionnel, donc épuisement, la baisse d'énergie, mais c'est vraiment en fait, plus les gens sont fatigués, plus ils vont penser qu'il faut se reposer, moins ils vont faire d'activités qui vont les ressourcer en dehors et en fait, voilà, on entretient aussi ce cercle-là avec aussi d'autres symptômes comme des insomnies, des migraines, des troubles digestifs, des troubles, au niveau, des sens, hypertension, maux de dos et cetera. Au niveau émotionnel, impact sur l'empathie. On n'a plus d'empathie, on n'a plus de patience. On peut avoir des propos inappropriés, et je l'ai des fois vécu, moi-même, voilà, en intervention avec un inspecteur où je crois que les 2 on en pouvait plus. On n'était pas à burn-out, mais l'intervention et la crise étaient tellement fortes qu'on avait besoin heu, de partir sur l'humour noir. Voilà, quand c'est occasionnel, OK. Quand c'est tout le temps et que ça devient de plus en plus noir, qu'il y a du cynisme, ça peut être un indicateur. L'insatisfaction, le sentiment d'impuissance, de fait de faire du travail pour rien, de culpabilité, d'anxiété et cetera. Le côté, cynique, heu, impatient, irritable, plus au niveau comportemental, heu, aversion pour autrui, isolement, dépersonnalisation et cetera. Je m'excuse, il y a ma lumière qui fait des variantes. Manque, d'assurance. Voilà quelques signaux, j'y reviendrai un petit peu, tout à l'heure. Autre chose, j'ai essayé de mettre un peu les différentes choses auxquelles vous pouviez être exposés, hein, en tant qu'agent et dans lesquelles la crise peut nous mettre, donc ça fait un panorama. Donc là, on a vu l'épuisement professionnel. Il y a d'autres situations, pour lesquelles vous êtes exposés. Alors là, je pense plus aux agents sur le terrain, police, secours, mais ça peut aussi être dans les situations que vous traitez au niveau administratif, quand vous voyez certains rapports, certains écrits, quand vous prenez en charge des personnes. Le fait d'être exposé régulièrement à la mort, à des blessures graves, à la violence, que ce soit contre nous-mêmes, contre des proches, donc contre des collègues, ou alors on pense, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une intervention et ça s'est pas passé, mais on a eu l'idée de: «Ah, ça aurait pu tourner mal». Ce type de pensée, en fait, peut nous confronter à ce qu'on appelle l'état de stress aigu, qui lui peut, s'il dure, devenir, un état de stress post-traumatique. Donc ça, c'est quelque chose aussi, sur lequel vous devez être vigilant. Souvent, il y a pas mal de, enfin, quand il y a ce type de choses qui se passent, il y a souvent plus d'attention parce que tout le monde aussi autour de vous est conscient que cet événement-là, le fait que, on ait fait usage, d'une arme contre vous, le fait que, il y ait eu un refus d'obtempérer et que, voilà, une voiture est venue contre vous, les gens vont être conscients que ça peut être grave et que, on va vous proposer de l'aide. On est moins conscient du mécanisme d'épuisement professionnel, on est moins conscient de ce qu'on verra tout à l'heure. Donc voilà, c'est des fois, il y a parfois de l'aide qui est proposée sur ce type d'événement et malheureusement un petit peu moins, sur d'autres choses et en tout cas, enfin, en Suisse, il y a une des recherches qui avait montré que, ce qui était plus compliqué pour les policiers était pas forcément justement ces événements-là sur lesquels vous êtes en général préparés, formés, même si on n'est jamais à l'abri que tout d'un coup, il y en ait un qui impacte, hein. C'est pas ça que je veux faire passer comme message. Mais ce qui était le plus usant, c'était le reste. C'était la non-reconnaissance, c'était, les insultes, c'était les remarques, c'était, voilà, le fait de faire des fois l'impression de faire du boulot de singe parce que ça n'aboutit pas. Voilà, donc c'est aussi, mais ça fait partie de différentes choses.
Une autre chose aussi, ce qu'on appelle le traumatisme vicariant, c'est le fait d'être confronté, à des images. Alors c'est ça, peut-être que parmi vous, il y en a qui doivent lire des rapports, doivent voir des images, par rapport à des personnes qui ont été victimes de certaines choses, et cetera. Donc en fait, c'est pas à vous que c'est arrivé, mais vous voyez et vous êtes confronté au récit des victimes, et il y a un moment donné, on peut développer des réactions qui sont quasiment les mêmes que celles que si on avait vécu nous-mêmes l'événement. Et ça, c'est ce qu'on appelle le traumatisme vicariant. Et c'est souvent assez déstabilisant parce que nous-mêmes, on va avoir des cauchemars de quelque chose qu'on n'a pas vécu, mais qu'on aurait vu ou lu parce qu'on s'est à un moment donné peut-être identifié. Donc c'est une espèce de contamination, et avec des réactions qui vont être plus ou moins les mêmes, que si on avait vécu l'événement directement. Ce qui peut amener, à un moment donné, un ou l'autre des mécanismes, ou peut-être pas forcément en lien direct, mais il y a aussi un autre aspect qui fait partie, je dirais, des risques, c'est les pensées suicidaires. À un moment donné, et ce qu'on appelle la crise suicidaire, c'est une période qui est marquée par une grande souffrance, où on envisage en fait le suicide. C'est pas forcément quelque chose qu'on avait déjà envisagé, c'est pas forcément parce qu'on est une personne dépressive et qu'on souffre de dépression qu'on va avoir ça, mais il y a tout d'un coup quelque chose, ce qu'on appelle, voilà, une période de crise, où les gens sont assez déstabilisés parce que ça vient et ça prend une ampleur en fait, ça vient vraiment comme une solution, possible pour mettre fin à la souffrance, et la personne est vraiment submergée, épuisée, elle ne pense qu'à ça et elle ne trouve plus de solution. C'est pas qu'elle souhaite mourir, c'est surtout qu'elle aimerait arrêter de souffrir et elle aimerait trouver une solution. Et en fait, vous avez ce mécanisme, vous le voyez un petit peu comme ça, où à la base, au début de la crise, la personne voit plein de solutions, et en fait, petit à petit, soit les solutions sont pas efficaces, soit elles rejettent, la personne s'isole, et en fait, au fur et à mesure, les idées suicidaires apparaissent comme une des solutions pour à la fin arriver comme la solution, et avec ce qu'on appelle des choses qui vont se cristalliser avec un plan qui va être beaucoup plus clair: où, quand, comment, avec un risque de passage à l'acte, important. Donc tous ces mécanismes, enfin tous ces différentes choses peuvent aussi, se produire, ou alors vous avez à un moment donné de grandes souffrances, vous avez ce processus, qui se met en place, et l'idée c'était aussi de, voilà, que vous puissiez aussi, savoir, et ce sera l'objet d'une capsule vidéo sur la fin, de comment agir, comment, faire dans ce type de situation-là. On a fait maintenant le panorama, des différentes choses, hein, qui peuvent, j'en ai certainement, oublié et on n'a pas forcément le temps de tous les aborder, qui peuvent se produire, hein, quand on est comme ça, confronté dans son métier à une souffrance au travail, à la crise. Ben, il peut y avoir ces mécanismes de stress dépassé, stress cumulatif, épuisement professionnel, mais aussi traumatisme, en lien avec une confrontation, à la mort ou à des blessures, hein, ou alors à l'idée de blessure. Donc, voilà, c'est ce type, d'événement particulier. On peut être contaminé aussi par la souffrance des gens que vous prenez en charge. Et puis, vous pouvez être, aussi, je dirais à un moment donné, touché. C'est-à-dire que la la barrière que vous avez quelque part, ou ce lien que vous avez, où vous gardez cette distance que vous gardez avec les situations, bah, à un moment donné, avec la fatigue, avec le manque de récupération, bah, peut-être que ce lien, il est moins facile, et puis que vous prenez un petit peu, heu, toutes ces situations en général quand on vous appelle, c'est rarement qu'on va bien. Donc c'est souvent soit il y a une urgence, soit on a besoin de vous pour nous aider, soit pour intervenir, et cetera. Donc forcément, hem il peut y avoir un moment donné où on va avoir de la peine à prendre à garder cette bonne distance.
Là, maintenant, on va voir comment on peut, je dirais, se préserver de ça. Et un des outils que je trouve très utile, qui paraît tout basique, mais qui est assez puissant, je trouve, c'est déjà de faire une sorte d'état des lieux, de carte de ce qu'on appelle les lieux d'usure et les lieux de ressources. C'est qu'est-ce qui me stresse au quotidien? Qu'est-ce qui fait partie au niveau du travail ou alors dans ma vie privée? Et en balance, quelles sont mes ressources en fait? Qu'est-ce que j'utilise? On l'a beaucoup vu aussi, hein, on n'a pas toujours conscience de ce qu'on fait naturellement. En général, quand on est dans des métiers comme ça de la crise, on a besoin de mécanismes pour décharger son stress et parfois on le met de manière assez intuitive et assez naturelle. Ça peut être le sport, ça peut être certains hobbies, et cetera, et on l'a vu pendant le covid, quand on n'a plus accès pour certains, aux salles de sport ou à ça, que tout d'un coup, il y a ce déséquilibre parce que j'ai plus accès, mais je n'avais pas identifié que c'est ça, en fait, qui m'aidait à faire face à ces situations compliquées. Donc déjà, d'avoir conscience de c'est quoi qui me stresse, c'est quoi qui a un fort impact sur ma batterie, hein, d'énergie au niveau de ma journée, qu'est-ce qui me prend de l'énergie. Si j'ai une marge de manœuvre sur mes activités, comment je peux répartir les tâches en fonction de qu'est-ce qui me donne de l'énergie et qu'est-ce qui m'use, parce que voilà, je crois qu'il y a aucun travail qui n'est épargné, de moments ou de tâches dont on n'a pas envie de s'occuper. Donc ça, c'est déjà un premier outil, que je vous encourage à faire. Autre chose pour la prévention du burn-out, hem, que je voulais vous montrer, c'est un modèle, développé par des collègues, côté suisse. Hem Annie Vallenne notamment, qui, parle du modèle des vases communicants, en fait, avec ces 3 vases. Donc là, vous voyez ces vases qui peuvent se remplir ou se vider et vous avez, la première situation où vous avez un vase plus ou moins qui reste dans le verre, hein, et qui va se remplir plus ou moins. Ces 3 vases sont notre vie, privée, sociale, familiale, et cetera. Le vase du milieu pourrait être ce qui nous constitue, donc quelque chose qui nous est propre. Est-ce que je suis plus ou moins stressée, plus ou moins, quelqu'un de calme, qui a l'habitude de gérer certaines situations, et cetera. Mon expérience, ça va être le vase du milieu et puis vous avez le vase, qui concerne notre sphère professionnelle. Comme vous voyez plus, sur le schéma qui est en rouge, il y a des périodes où à un moment donné, ben, ça va se remplir et puis je vais plus pouvoir faire d'équilibre entre l'un ou l'autre et je vais devoir trouver une solution pour ouvrir le robinet, pour remettre en fait, je dirais de la marge de manœuvre, pour toujours pouvoir avoir cette balance entre ces 3 vases. Une des manières qu'ils ont de le mettre en place. Je vous ai mis le lien, c'est un lien qu'elles avaient mis en place pour la période covid, mais qui explique bien ce modèle. Là, vous voyez la manière que je vous disais tout à l'heure de faire la balance. Vous pouvez aussi le faire avec leur modèle, donc la partie privée, la partie personnelle, la partie travail et puis je vais venir noter quelles sont mes contraintes, quels sont mes risques. Quelles sont mes ressources et mes capacités dans une autre colonne et puis je vais venir mesurer, 1 vont être une contrainte modérée ou une ressource modérée, 5 une contrainte ou une ressource très importante et puis ensuite je vais faire une balance et ça me fait une sorte de photo et d'état des lieux et ça me permet ensuite de me dire: «Bah, comment je peux agir sur les contraintes?» Il y a des contraintes sur lesquelles peut-être que je peux agir, d'autres sur lesquelles je ne peux pas agir. Donc dans ce cas-là, comment je peux augmenter les ressources pour faire face à cette contrainte? Donc ça, c'est quelque chose qui peut nous aider, je dirais, à y voir un petit peu plus clair, et nous permettre de ne pas partir dans ces mécanismes d'épuisement professionnel où à un moment donné, quand malheureusement des fois on est pris déjà dans ce mécanisme-là, d'essayer de faire le point et puis déposer les choses pour qu'elles ne soient pas tout le temps en train de tourner dans ma tête.
Autre chose qui nous est utile en termes de prévention, c'est vraiment d'essayer de limiter nos stresseurs. C'est-à-dire que euh, de pas s'engager en fonction des périodes dans lesquelles on est, en fonction de ce qui se passe au niveau du travail. Bah, peut-être que je peux essayer de limiter certains stress inutiles au niveau de ma vie privée. Euh, Comment je peux mettre en place, je vous donne un exemple tout bête. Bah, une période de fin d'année, on a plein de choses à boucler. Alors pour ma part aussi au niveau euh, de certains dossiers, bah, c'est peut-être pas là que je vais me prévoir un pré-repas en famille avec 10 personnes autour de la table, les courses à faire, etc. parce que j'ai peu de marge de manœuvre. Donc, et des fois, voilà, on fait des petites choses comme ça sans y penser à l'avance et on va se retrouver en difficulté. Ce modèle, je l'aime bien parce qu'il peut aussi nous aider quand on tourne en boucle, quand on rumine. Il peut aussi nous faire dire, une des premières questions, c'est au fait de quoi il s'agit, hein, de quoi s'agit-il, à quoi j'ai affaire, est-ce que j'ai un moyen de contrôle sur la situation ou pas? Est-ce que c'est dans ma zone de contrôle? Est-ce que c'est dans ma zone euh, de compétences? Quelle est ma mission par rapport à ça? Est-ce que c'est dans la cible ou pas? Et puis en fonction de ça, c'est le cercle de contrôle, c'est ce qui dépend uniquement de vous. Vous êtes en totale maîtrise, c'est vous qui pouvez mettre en place les choses, vous avez besoin de personne d'autre. Vous êtes en autonomie par rapport à ce cercle. Le cercle d'influence, vous pouvez suggérer quelque chose, mais l'autre personne va avoir son mot à dire. Vous pouvez euh, poser la question, par exemple, à la hiérarchie. La réponse peut être oui, la réponse peut être non. Donc, vous avez une influence en posant la question, mais vous n'avez pas l'entièreté du contrôle. Et puis, le dernier cercle, c'est le cercle de préoccupation. Souvent, c'est les choses qu'on a en tête qui vont tourner en boucle. Ça peut être sur une intervention qui s'est pas bien déroulée, on va revenir et puis on va pas être plutôt dans qu'est-ce qui s'est passé et comment on peut faire autrement, mais en fait ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et l'idée dans ces moments-là, c'est vraiment de se dire, ok, est-ce que ça tu peux agir dessus? Est-ce que ça dépend de toi? Est-ce que si je reprends l'exemple du psychiatre qui décide de laisser repartir un patient, est-ce que c'est dans mon contrôle? Oui ou non? Si c'est non, ok, comment je peux revenir sur moi, ma zone, ma mission, et puis influencer peut-être en faisant un signalement, en faisant un rapport, en redisant que ça ne joue pas pour essayer de faire changer le système, mais je ne vais pas prendre moi en charge de changer ça. Le risque, si mon cercle de contrôle est trop grand, c'est qu'en fait, je vais penser que tout dépend de moi et que c'est que moi qui peux changer les choses et que si je ne le fais pas, tout va s'effondrer. C'est que effectivement le risque d'épuisement va être important. Si ma zone de contrôle est trop petite, si j'ai l'impression que rien ne dépend de moi puis que je peux rien faire, je risque de me sentir plutôt impuissant et de ne pas pouvoir, un peu comme une victime qui subirait les événements. Donc voilà, il faut que ce cercle et une certaine zone. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se travailler, je dirais, plus en thérapie si vous vous rendez compte que le cercle n'est pas de la bonne taille, mais juste au niveau outils, ça peut être un modèle qui peut juste vous aider dans les situations où vous sentez que vous n'arrivez pas à y voir clair, de se dire, OK, qu'est-ce qui dépend de moi? De quoi tu es responsable et tu as la maîtrise, et puis qu'est-ce qui dépend des autres. Et puis moi, je fais ma partie, et puis le reste, bah, émotionnellement, je m'en détache parce que ça ne m'appartient plus. Pas simple à faire, je vous l'accorde. Je voulais vous mettre par rapport au profil à risque, hein. Des fois, on entend, il y a beaucoup de préjugés sur l'épuisement professionnel. Il y a beaucoup de préjugés sur le fait que bah, voilà, les gens ne sont pas assez forts, ne savent pas gérer. Il y a plein d'offres d'emploi où on demande aux gens de savoir de bonne résistance au stress. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est pas parce qu'une personne va développer un épuisement professionnel qu'elle n'est pas résistante au stress, qu'elle n'est pas forte. Là, vous voyez, en fait, en général, un épuisement professionnel. Alors, je veux pas
il y a toujours des exceptions, mais en général, on a plutôt des gens qui sont engagés, motivés, qui sont plutôt je dirais des forces de travail, qui abandonnent pas, qui peuvent gérer des charges de travail importantes, qui sont plutôt considérés par leur cadre comme des bons éléments. Donc c'est souvent sur eux, qu'on va compter, à qui on va donner, du travail parce que justement ils sont efficaces et ils vont bien faire les choses. C'est des gens qui vont être loyaux, engagés, pas forcément absents, assez exigeants, voire perfectionnistes, envers eux-mêmes, qui vont pas forcément mettre de limites, en fait. Tant qu'ils vont avoir une plus-value dans la situation, qu'ils peuvent mettre du liant, bah, ils vont s'engager, ils vont mettre de l'énergie avec, le fait, c'est pas des gens en général qui vont dire, «Bon, bah, ça, c'est pas dans mon cahier des charges, je laisse l'autre se débrouiller». Ils vont voir qu'on peut aider, ils vont aller, donner un coup de main, même si c'est pas, pour eux, directement. Un sens du devoir qui va être assez important et puis souvent plus à l'écoute du besoin des autres que de son propre besoin. Donc là, c'est déjà, chacun d'entre nous, je dirais, de nous poser ces questions-là. Est-ce qu'on est, dans ce profil à risque? Est-ce que par moment, est-ce qu'il y a des situations qui vont nous mettre dans ce profil et d'autres pas? Et comment moi je vais pouvoir, mettre un peu ces limites-là? Les gens qui développent, enfin en tout cas les 2-3 derniers cas de personnes que j'ai accompagnées, et qui étaient pris enfin qui ont fait un épuisement professionnel, au moment où ils sont venus nous voir, c'était surtout parce qu'ils étaient alertés par l'extérieur et c'est souvent des gens à qui on a dû dire: «Maintenant stop, vous allez voir immédiatement le médecin» et on avait encore la chance de les voir en pré-burn-out, j'ai envie de dire, en pré-épuisement. De leur dire: «Maintenant, c'est pas possible. Voilà, il faut arrêter, vous ne pouvez pas mettre encore de l'effort, ça ne fonctionnera pas. Maintenant, il faut vous reposer, et il faut absolument un arrêt» et donc c'est vraiment des gens qui vont jusqu'au bout et c'est ce qui fait que, des fois, il peut y avoir c'est le physique, en fait, qui va les arrêter parce qu'à un moment donné, il y a pas d'autre écoute avant ça. Ce qu'il faut faire par rapport à tout ça et je crois que c'était aussi l'idée de la vidéo, par la suite, c'est vraiment de pas hésiter à demander de l'aide rapidement si vous sentez que vous êtes pris dans ces mécanismes-là, de ne pas faire comme cette fameuse grenouille, hein, qui je sais pas si vous connaissez la métaphore, mais en fait, jusqu'à une grenouille dans une casserole, qui bout, va être confortable jusqu'à un certain degré et en fait, dès qu'elle va identifier que c'est trop chaud, ce sera trop tard. Elle ne pourra plus physiquement réagir parce qu'elle est prise, en fait et c'est souvent le drame, j'ai envie de dire, de l'épuisement professionnel et de ces mécanismes de stress cumulatif, c'est que souvent, quand on commence à l'identifier, on est déjà en baisse d'énergie. Donc là, c'est vraiment de ne pas hésiter à vous rapprocher, à demander de l'aide, à vous orienter. Il y aura on je réponds volontiers à vos questions par rapport à ça par la suite. Et c'est pas parce que vous êtes dans le profil que vous allez le faire. C'est juste qu'il faut être vigilant par rapport à ces mécanismes-là et qu'il faut justement mettre en place ces outils de détection. C'est les outils de détection, ça peut être vous, mais ça peut être aussi des proches à qui on confie cette mission, hein. Moi, c'est vrai que je suis un peu dans le profil. Il y a des fois, je dis à mes collègues: «OK, est-ce que là, je vais trop loin? Dites-moi si à un moment donné, vous voyez que je suis en train de faire le pas ou je déconnecte plus». Et je suis en boucle. Donc voilà, des fois, on peut donner la mission à d'autres, de tirer la sonnette d'alarme pour nous. Qu'est-ce que je mets en place? Là, on n'a pas le temps forcément de l'aborder, mais volontiers à travers les questions. Qu'est-ce que je mets en place comme outil de prévention pour moi, avant une intervention, pendant l'intervention et après une intervention? Intervention pour ceux qui sont sur le terrain, ma période de travail pour ceux qui sont plutôt dans des tâches administratives, heu, ou ou des situations de crise, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on récupère? Ensuite et comment on se donne aussi, des moments pendant. Il y a plusieurs moments pendant la crise, mais si on prend pas soin de nous, à un moment donné, on va plus être en capacité. Si on fait pas attention à ce niveau de stress et qu'on dépasse le bon niveau de stress, on va plus être performant. Donc qu'est-ce qu'on fait vraiment pour pas, à un moment donné,
ne plus être efficace dans notre travail. Et prendre soin de nous fait partie de rester efficace et rester professionnel. En conclusion, on, on a vu, hein, le stress fait partie des interventions. C'est pas forcément une mauvaise chose puisque le stress est un mécanisme adapté. Donc, importance de connaître ces signaux, de pouvoir accepter qu'on est parfois stressé, qu'on a des signaux et qu'est-ce qu'on va mettre en place pour gérer ce stress-là. Je suis exposée en tant qu'agent à différents risques. Ce ne sera pas forcément les mêmes pour ceux qui sont sur le terrain, pour ceux qui sont sur des missions, je dirais plus spécialisées, pour ceux qui sont plutôt dans l'administratif. Mais vous avez tous des sources de stress, vous avez tous des risques auxquels vous êtes exposés. Donc, importance de les identifier, de les connaître pour soi et de voir comment je peux m'en préserver. Euh, et vraiment de faire appel au réseau, de connaître vos leviers et puis à qui vous pouvez vous adresser si besoin et si nécessaire. Et puis, je vais passer la parole à Madame Morezo pour la vidéo et après je réponds à vos questions. Merci. Donc oui, il y a une vidéo de présentation de l'école de formation des élus qui est en interne au sein de la NGP. Donc c'est un duo de formateurs que nous avons, hein, qui sont eux-mêmes issus des forces de sécurité et qui font vraiment une formation avec un message constant et de qualité vers notre réseau de référents mutualistes de terrain, qu'on appelle RMT. C'est cette abréviation que vous pourrez retrouver dans la vidéo, avec un module de formation qui s'appelle Connaître, détecter et orienter. Donc, nous avons 300 RMT qui sont formés. Je vous propose cette vidéo pour que vous fassiez connaissance de ce que l'on fait. Et ensuite, nous passerons à la globalité des questions sur le sujet. Bonjour, je suis Agnès Aguilar, référente mutualiste régionale pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, formatrice au sein de l'école de la formation de l'élu MGP depuis mars 2019. Bonjour, je suis Laurent Closcavet, je suis référent mutualiste régional de la région Bourgogne-Franche-Comté et je suis également formateur au sein de l'école de formation de l'élu de l'MGP depuis 2019. Le FEU a ainsi pour mission de construire des modules de formation adaptés et personnalisés. Ces derniers sont dispensés aux 400 RMT présents dans toutes les régions de l'Hexagone et dans les DOM-TOM. En effet, depuis 2012, la MGP s'est engagée dans la détection des risques psychosociaux. Elle a créé un maillage complet sur le territoire de référents mutualistes de terrain formés à ces dossiers de RPS et le FE continuera de former ce réseau de qualité. Avec un taux de satisfaction de 89%, le FEU propose des outils concrets, des mises en situation et des temps d'échange appréciés par la militance. Les formations sont basées sur l'échange et nos RMT sont en confiance car les modules sont dispensés par leurs pairs, 2 élus issus du monde policier. Cette méthode en place amène des formations de qualité. Le retour d'expérience de chacun et la matière apportée par le FEU garantissent un réseau de détection RPS de premier choix. Pour terminer, nous retiendrons 2 chiffres. En proportion, il y a 2 fois plus de suicides au sein de notre institution que dans la population française. Fin novembre 2023, malheureusement, nous dénombrons déjà 32 suicides au sein du ministère de l'Intérieur. Voilà, c'était pour reprendre la main et effectivement, donc je ne sais pas si Katia, vous avez pu voir les questions, sinon je vais faire un balayage qui va permettre effectivement de pouvoir répondre, notamment sur le post-burnout. Donc on a les dernières questions. En fait, en combinant une question par ailleurs, c'est est-ce que lorsqu'on a déjà fait un burn-out, on est plus sujet à en faire un deuxième? Est-ce qu'il y a des mécanismes du coup que le cerveau a appris? Et notamment, est-ce qu'il y a une modification des émotions, puisqu'on lit une hypersensibilité éventuellement? Comment ça se passe sur cette partie-là? Alors effectivement, on peut, enfin, ça, pour ceux qui ont traversé ça, hein, en général, c'est violent, douloureux et ça prend du temps. Donc, il peut rester
une hypersensibilité. Enfin, il peut rester quelque chose et ça, enfin, c'est vraiment important de pouvoir être accompagné là-dedans pour pouvoir le travailler et puis avoir conscience, en tout cas, au moment où on va se reconfronter au milieu du travail, d'avoir conscience de ça. Et puis ensuite de qu'est-ce que je mets en place en fait pour retrouver ce que j'avais avant en fait, pour retrouver la bonne distance euh, entre, bah, je vois aussi empathie, émotivité, hein. Moi, je vois l'empathie comme une sorte de membrane assez fluide, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui euh, est présent entre les deux personnes, qui me permet d'aller voir ce qui se passe dans le monde de l'autre sans pour autant confondre avec mon monde à moi. Donc, je fais comme si, mais tout en étant conscient que c'est pas mon monde. Et puis, ce qui peut se passer avec l'épuisement ou avec enfin, voilà, d'autres mécanismes et de traumatismes, c'est que bah, cette membrane, elle est un peu trouée. Et il y a trop de choses qui passent, en fait. Donc, faut pas non plus que je ferme trop parce que sinon, je vais barricader, puis je vais plus pouvoir être en mesure d'être en relation avec l'autre. Et c'est là où je pourrais devenir cynique, où je pourrais peut-être ne plus être proportionnelle, où je pourrais, voilà, vraiment être odieux avec la personne en face. Donc, il faut trouver le juste milieu, mais effectivement, il faut que j'ai conscience que là, je suis un peu plus fragile et puis que les choses vont peut-être m'impacter plus. Donc, comment je vais m'en protéger? Est-ce que j'ai des moyens avec mon collègue? Peut-être que sur certaines situations, si on est un binôme, qu'on se connaît, peut-être de lui dire, bah, écoute, cette situation, c'est encore un peu difficile pour moi. Est-ce que toi, tu peux prendre la déposition, par exemple? Est-ce que je peux petit à petit trouver des mécanismes ou des moyens un peu symboliques de me mettre dans une bulle pour pouvoir justement ne pas être trop impacté. Enfin, voilà, il y a vraiment, donc oui, après le burn-out, vous pouvez avoir encore je dirais, des sensibilités. Et puis, est-ce que vous êtes à risque d'en développer un deuxième? Je dirais que si vous avez identifié les mécanismes, si vous avez fait un travail pour voir ce qui s'est passé et que vous avez un peu compris, vos signaux d'alerte, en général, heu, on va pas se brûler 2 fois au même endroit. Donc normalement, il y a toujours cette crainte, hein, mais normalement, vous avez, identifier ça et maintenant vous connaissez les signaux. Et du coup, vous n'allez pas aller aussi loin que la première fois où vous n'aviez pas conscience de ça. Donc normalement, vous n'allez pas le développer. Par contre, ça reste, je dirais, une vigilance à avoir et de se dire, OK, maintenant que je connais ces signaux-là, bah, quand je me sens passer dans le orange, parce qu'on passe tous hein, enfin, je pense qu'on passe, c'est vraiment un continuum et qu'on passe tous par ça. Quand je me sens basculer, bah, qu'est-ce que je mets en place pour revenir rapidement et je ne fais pas comme je faisais avant en disant: «Non, vas-y, c'est bon, t'es fort, t'es capable, vas-y, continue, mets de l'énergie, ça va aller mieux». Donc je pense qu'il y a vraiment ça à mettre en place. On avait des questions autour du comment revenir après avoir eu un burn-out, à qui s'adresser, quels sont les professionnels vers qui se tourner pour pouvoir mieux gérer. OK. Alors, je pense que ça se prépare. Après, il y a des institutions, des employeurs et des hiérarchies plus ou moins ouvertes à la préparation de ça. Donc, il y a, je dirais, deux voies. Soit c'est effectivement, là, je vois plusieurs numéros que vous pourriez contacter pour avoir du soutien et préparer cette reprise. Je vous rejoins, c'est quelque chose qui va se préparer. Donc déjà, ça se prépare avec des professionnels qui peuvent aussi vous accompagner à ce que vous vous sentiez capable de faire le pas de la reprise. On est aussi sur un mécanisme où on a besoin du travail pour terminer notre guérison. Ça fait partie, c'est pas entre guillemets une grippe, je suis soignée et je reviens au travail. J'ai quand même besoin de me reconfronter un petit peu pour continuer à guérir et finir le processus. Donc, mais il faut quand même que je me sente suffisamment solide pour démarrer le premier pas. Et ça, je dirais, ben, faut pas que mes signes d'angoisse soient trop importants, faut pas que, il faut que je sois un minimum en sécurité pour pouvoir reprendre et ça, soit les choses dépendent uniquement de moi et ça va être de moi, mes indicateurs de comment je me sens de reprendre, soit alors, ce qui a causé l'épuisement professionnel, il y a des choses qui peuvent être modifiables au niveau de votre travail
Et puis là, ça demanderait aussi de vous mettre en lien avec les services de santé au travail pour dire, bah voilà, mon médecin m'autorise à reprendre, il y a encore quelques limitations, je ne devrais pas, par exemple, travailler pour l'instant à plus de X%, ou je ne devrais pas être confrontée à ce type de situation. Est-ce que c'est possible ou pas? Et puis ça peut se préparer de cette manière-là. Des fois, c'est des reprises à 50% pour commencer à remettre un pied à l'étrier, mais pas complètement d'un coup. Et ça nous laisse aussi le temps de nous reposer, de voilà, si je suis confrontée, c'est que 50%, j'arrive à faire face. Donc ça, c'est des choses qui doivent se travailler avec médecin traitant ou avec psychologue pour se préparer dans de bonnes conditions. J'ai vu une question où, a priori, on veut alerter les personnes, on parle de burn-out, mais celles-ci rigolent. Quel est le mécanisme qui est employé? Pourquoi il y a ce refus d'entendre? Alors, c'est souvent une réaction de défense parce que bah, on a vu un petit peu dans le profil, hein. En général, c'est des gens engagés, compétents, c'est des gens qui ont une force de travail assez importante. Donc, et puis même pour tout, hein, pour toutes les maladies, voire toutes les maladies euh, ou troubles mentaux, on se dit que ça n'arrive jamais à nous et que enfin, ça nous arrivera jamais à nous et que ça arrive qu'aux autres. Donc il y a souvent ce mécanisme de défense, ce qui peut être utile pour limiter un petit peu ce mécanisme-là, c'est plutôt de parler de nous et dire, écoute, je suis inquiet, j'ai constaté, je te trouve un peu plus fatigué, est-ce que ça va bien? J'ai l'impression que tu rigoles moins qu'avant, ou j'ai l'impression que, enfin voilà, on va peut-être plutôt essayer d'alerter la personne de cette manière-là, plutôt que des fois en frontal, où la personne va juste se défendre de ça, et puis ne va pas le voir. Il y a une autre remarque c'est la dernière remarque, là je vois que c'est une alerte aussi, hein, sur la culpabilité d'être en arrêt. On voit aussi beaucoup ça par rapport aux équipes, mais comment s'en défaire? Hem, c'est pas évident. Je pense que ça fait partie, malheureusement pour un bout du processus. C'est des phénomènes qu'on voit aussi beaucoup, hein, suite à un événement potentiellement traumatisant. On se sent coupable d'avoir des symptômes, de réagir, de pas avoir géré la situation. Hem, En général, la culpabilité, elle peut nous transmettre un signal qui est, j'ai envie que la situation soit différente, et il faudrait plutôt utiliser ce signal pour dire: «Bah, OK, comment je, j'accepte ce qui s'est passé et je viens me dire, bah, maintenant, j'essaye d'identifier qu'est-ce qui a provoqué, la situation? Qu'est-ce que maintenant je peux faire pour agir dessus? Comment je peux prendre soin de moi? Comment je peut des fois malheureusement être patient parce que ça prend du temps et pas vouloir aller plus vite, hem et de se dire que en fait, c'est professionnel de rester en arrêt le temps que vous avez besoin pour reprendre dans de bonnes conditions, plutôt que de vous réexposer et puis d'exploser en plein vol. Je sais que ça prend du temps à faire sens, quand on traverse ça. Donc hésitez pas effectivement à aussi en parler autour de vous à des gens qui pourront entendre, et qui vous voilà, qui pourront entendre ce sentiment qui n'est pas agréable. Il y avait une question par rapport à la présentation au début. Qu'est-ce que la dépersonnalisation? C'est le fait d'enlever l'humanité aux gens, c'est-à-dire qu'on va les traiter comme des numéros, comme des robots, comme, j'entends des fois, alors ça, c'est plus les agents enfin, ceux qui s'occupent des transferts de détenus, c'est comme s'ils transportaient un morceau de viande ou un paquet. Donc c'est pas un être humain qu'ils ont en face, mais c'est un numéro, et on dépersonnalise, on lui enlève son prénom, son humanité, et cetera. Donc c'est une manière de mettre à distance. Il y a une remarque là sur le fait que la hiérarchie ne prenne pas de nouvelles pendant l'arrêt de travail. Mmh. Donc ça, c'est tout un débat. Je connais pas assez, enfin, je connais moins le système français. Côté suisse, c'est tout un débat de est-ce que l'employeur doit prendre des nouvelles ou pas. Vous avez certains médecins en Suisse, par exemple, qui interdisent les nouvelles et qui disent il faut laisser la personne et on ne prend plus contact. Donc il y a certains qui prennent ça au pied de la lettre.
Il y a d'autres qui ont l'impression qu'ils mettent de la pression quand ils contactent les personnes, donc ils veulent pas mettre cette pression. Donc c'est assez délicat. Donc des fois, alors, j'espère pas que c'est le cas qui s'en fichent. Je pense que c'est souvent qu'ils savent pas trop comment faire et comment bien faire. Euh, et, hum, et parfois, c'est la réalité aussi du terrain. Ils sont plutôt focalisés sur comment on va gérer les effectifs et ils n'ont pas forcément conscience de ce qui se passe pour la personne qui est en arrêt. Donc voilà, ne le prenez pas forcément comme de l'indifférence, c'est parfois souvent de la maladresse on ne sait pas trop comment faire et gérer cette situation-là. On arrive au terme. Je pense qu'on aurait d'autres questions et des réactions. Je vous remercie à tous de votre participation. Et vous retrouverez le replay, on va vous l'envoyer. Bah, voilà, donc il y a plusieurs situations. C'est un beau moment d'échange entre vous, peut-être à reproduire. En tout cas, merci à tous. Merci Katia. Et je vous ai Merci mis... à vous, merci pour votre témoignage et la confiance. merci à vous. Effectivement, des numéros à disposition si vous pouvez prendre en photo si besoin. Et effectivement, il y a tout un panel de professionnels mis à votre disposition, donc il ne faut pas hésiter à vous en servir. Merci beaucoup. Au revoir. Bon après-midi. Prenez soin de vous, au revoir. Ah oui, on me signale, c'est vrai qu'il y a une enquête de satisfaction, elle est juste au-dessus de l'onglet de chat, vous avez un onglet enquête. C'est bien, ça nous encourage à voir et surtout, vous pouvez mettre les sujets que vous voudriez qu'on aborde pour la suite, puisqu'on a l'ambition de faire plusieurs webinaires dans l'année. Donc, je vous remercie de participer à l'enquête. En cliquant dessus, vous avez le lien directement. De toute façon, on vous l'enverra avec le replay. Merci.